Prédateur et proie, c'est ainsi que Marla divise tous les gens et elle se classe elle-même parmi les premiers. Elle prend sous tutelle des personnes âgées, puis les envoie dans des maisons de retraite et s'approprie leurs biens. À cause de cela, le fils d'une vieille dame la poursuit en justice, affirmant que l'escroc ne lui permet même pas de rendre visite à sa mère. Mais l'arnaqueuse déclare que ses actions sont dictées par le souci des vieux malades impuissants, puisque l'argent sert à payer leur entretien. Et ce n'est pas elle qui envoie les personnes âgées dans un établissement, mais le médecin. Le juge se range du côté de Marla et l'homme désespéré la rattrape dans la rue, l'accable de malédiction et lui crache au visage. La tutrice sournoise reçoit un appel de Sam, le directeur de la maison de retraite, qui lui annonce que l'un de ses protégés est mort. Marla est déçue car elle n'a pas eu le temps de voler son argent et maintenant il faut le rendre aux héritiers. Cependant, Sam note qu'une chambre s'est libérée et l'escroc promet de la remplir rapidement. Elle se rend dans le cabinet du docteur Karen et balaie d'un regard prédateur les vieilles femmes rassemblées là. C'est ce médecin qui lui fournit ses clients, délivre des certificats pour le tribunal en exagérant les diagnostics. Karen dit qu'elle a repéré un spécimen précieux mais exige en échange une part dans la maison de retraite. Marla troque une personne contre des actions. Sa complice Frank collecte des informations sur la vieille dame. C'est Jennifer qui a commencé à avoir des pertes de mémoire. Elle n'a pas de proches, a travaillé 40 ans dans la finance à Chicago et à la retraite, elle a immédiatement acheté une maison sans crédit. La vieille dame possède 3 comptes bancaires sur lesquels tombent d'énormes intérêts. Marla et Fran se frottent les mains dans l'attente de leur proie. Selon leur schéma habituel, elles obtiennent une décision du tribunal. L'escroc la remet à Jennifer, la vieille dame est sous le choc et refuse d'aller en maison de retraite. Marla assure que si c'est une erreur, tout sera éclairci. Finalement, la vieille dame déconcertée accepte. La tutrice emmène la femme dans la maison de retraite, vante sa chambre et lui demande innocemment de déverrouiller son téléphone pour y enregistrer son numéro. Dès qu'elle saisit le mot de passe, l'appareil est confisqué soi-disant pour le garder en sécurité. Marla se rend ensuite chez Jennifer et fait venir des évaluateurs de biens. Et là, il y a même des œufs de Fabergé. L'escroc trouve aussi la clé d'un coffre bancaire. Les affaires de la vieille dame sont rapidement vendues aux enchères. Françaises annoncent qu'elles ont récolté 300 000 $. Les complices font cela dans un bar. Et ça et ensuite restent seuls. Jennifer veut sortir de la maison de retraite pour se promener, mais on ne la laisse pas. Elle tente en vain de récupérer son téléphone, demande à voir sa tutrice, crie, mais on lui tord les bras et on lui injecte un sédatif. Pendant ce temps, Marla va à la banque. Elle trouve dans le coffre une montre de luxe, des lingots d'or, des titres de valeur et un vieux livre. À l'intérieur du livre est caché un petit sac et dedans, des diamants. Quelle trouvaille incroyable. Devant la maison de Jennifer arrive un taxi. Le chauffeur, vêtu comme un voyou, attend puis s'approche de la porte et par la fenêtre voit que des travaux sont en cours à l'intérieur. Il sonne. Française dit que la vieille dame a déménagé. L'homme est déconcerté. Il rencontre un nain à l'allure mafieuse. Personne ne l'appelle par son prénom, seulement Monsieur. Le chauffeur s'appelle Alexei. Le patron, après l'avoir écouté, est surpris, car Jennifer n'a pas manqué un seul rendez-vous avec lui en 7 ans, puisqu'elle est sa mère. Il ordonne de la retrouver immédiatement. Marla raconte à Frances l'histoire des diamants et souligne qu'ils ne figurent pas dans l'inventaire du coffre. Les complices sont perplexes. Et si les pierres précieuses étaient à voler? Pendant ce temps, Alexei découvre où se trouve Jennifer. Son patron lui ordonne de la sortir de la maison de retraite et de la cacher. Dean arrive chez Marla et se présente comme l'avocat de Jennifer. Il affirme que la vieille dame est capable de s'occuper d'elle-même et exige sa libération. L'escroc ne cède pas, soulignant que la vieille dame n'aurait pas pu l'engager sans téléphone. L'avocat tombe le masque et dit que dans son cheptel de vaches à lait, Jennifer n'a pas sa place. Il s'avère que la vieille dame a des amis puissants qui ruineront la vie de l'arnaqueuse, voire la lui ôteront, lentement et douloureusement. L'escroc rit face à ses menaces. Dean lui propose de l'argent. L'appétit de Marla grimpe jusqu'à 5 millions de $. L'avocat refuse et dit qu'elle le regrettera. Les complices sont surprises, car personne n'aurait dû s'inquiéter de la disparition de la vieille dame. Elle décide que tout est lié aux diamants. C'est eux qu'on recherche. Marla ne croit pas à la gravité des menaces. L'appât du gain lui a voilé les yeux. Elle se rend dans la maison de retraite où Jennifer est gavée de tranquillisants. Marla lui demande qui est Dean. Elle devine qu'il est un envoyé du fils et se met à rire au nez de la tutrice. La vieille dame lui lance avec ironie que de gros ennuis l'attendent et qu'elle est sa plus terrible erreur. L'escroc, furieuse,
demande qu'on aggrave les conditions de vie de sa protégée. Pendant ce temps, le nain vérifie le coffre de la banque et découvre la disparition des diamants. Dean convoque Marla au tribunal et affirme que la vieille dame est détenue de force dans la maison de retraite. Il présente le témoignage d'une ancienne employée du docteur Karen qui affirme que celle-ci a maintes fois comploté avec Marla. L'escroc réplique que cette femme a été renvoyée et qu'elle ment par rancune. L'avocat demande pourquoi Jennifer n'est pas présente à l'audience. L'arnaqueuse, sans ciller, répond que la vieille dame ne se sent pas bien, puis passe à l'attaque. Où est la preuve que Dean est son avocat? Il ne dit pas qu'il a engagé. En fin de compte, le juge met fin à la procédure. Le fils de Jennifer est furieux. Il envoie Alexei et ses complices dans la maison de retraite sous couvert de clients potentiels et attend dans la voiture. Après la visite guidée de l'établissement, Alexei demande la permission de transmettre les salutations d'une amie de son père qui vit ici. L'accompagnateur dit que toutes les visites sont coordonnées par la tutrice et s'apprête à appeler Marla, mais on l'assomme avec un taser. Alexei court vers Jennifer, la trouve et la conduit vers la sortie. Pendant ce temps, ses complices retiennent les gardiens par une fusillade. Frances vient voir Marla et lui annonce que Jennifer est morte, l'année même où elle est née, et elle n'avait que 3 mois. Leur protégé avait usurpé l'identité d'un enfant décédé. La complice souligne que cela exigeait énormément d'argent, car non seulement le passeport et le permis avaient été falsifiés, mais aussi les documents fiscaux concernant 40 années de travail. Même l'acte de décès du bébé avait disparu. Frances avait pourtant retrouvé dans les archives un journal mentionnant ce cas. Marla fonce vers la maison de retraite. Alexei et Jennifer sortent de la maison de retraite. Et soudain, Frances jette un sac sur la tête de l'homme, tandis que Marla lui assène un coup de batte. Il s'effondre. La vieille dame aperçoit son fils et court vers la voiture, mais elle est aussitôt maîtrisée par la sécurité. Alexei est emmené au commissariat. Une employée qui connaît Frances lui raconte que cet homme figure dans leur base. C'est le frère de Nikolai, un chef de brigade de la mafia russe à Cleveland, qui a péri dans un incendie avec son patron Roman. On pense qu'il s'agissait d'un meurtre commandité, car ils avaient volé de l'argent dans la caisse de la mafia. Le fils de Jennifer appelle quelqu'un et demande de l'aide. Le soir, le docteur Karen sort de son cabinet et dans la salle d'attente l'attend une jeune femme avec une casquette. Peu après, Marla voit aux informations à la télévision que la médecin a été retrouvée morte, tout indiquant un suicide. Après cela, Frances propose à sa complice de fuir, notant que la mafia russe les traque aussi désormais. L'escroc hésite. Elle voit à quel point son ami est effrayé. Finalement, elle appelle sa secrétaire et lui demande de fournir la liste des biens immobiliers des personnes âgées qu'elles n'ont pas encore vendues. Marla rend visite à Jennifer. La vieille dame souriante dit qu'elle est au courant de la mort de la médecin et promet que Marla sera la prochaine. L'escroc répond qu'elle ne sait pas perdre. Et après tout ce qui est arrivé, elle ne la libérera jamais. Elle la privera de tout argent et de tout confort et elle mourra seule et dans la douleur. Marla justifie cela en disant que les amis de Jennifer ne respectent pas les règles. Il tue ses amis alors qu'il pourrait la poursuivre en justice et gagner honnêtement. Dans la bouche de l'escroc, cela sonne comme une moquerie, et soudain la vieille dame, d'un geste habile, lui serre le cou et tente de l'étrangler. Les gardiens les séparent de justesse. Marla présente en justice la vidéo de cette agression et montre les bleus sur son cou. Elle déclare que Jennifer souffre d'hallucinations et de paranoïa et qu'elle est dangereuse pour elle-même et pour les autres. L'escroc demande son transfert dans un hôpital psychiatrique et le juge l'autorise. Marla et Frances s'installent dans l'une des maisons dont elles disposent. L'escroc se rend chez une experte en bijoux avec le diamant. Là, on lui dit qu'il vaut environ 200 000 $. Marla demande à la femme de garder la pierre et d'organiser une transaction avec un vendeur fictif. L'escroc appelle Frances et elles se réjouissent que l'experte ait mordu à l'hameçon. Elles décident de quitter la ville, mais réalisent qu'elles n'ont pas pris leur passeport dans l'ancienne maison. La complice dit qu'elle ira les chercher. Elle les trouve dans le logement et s'apprête à partir, mais soudain des bandits font irruption et la battent jusqu'à la perte de conscience. Dehors, Marla, qui se tient près de la voiture, est atteinte par une fléchette. Une jeune femme en casquette s'approche, soutient la femme chancelante et la met dans le coffre. L'escroc se réveille dans un endroit isolé. Elle est attachée à une chaise, des voitures sont garées autour et en face d'elle est assis le fils de Jennifer. Son complice lui met un sac sur la tête et elle commence à suffoquer. Le nain déchire le plastique. Marla déclare qu'elle sait qui il est, Roman et non Nikolai, car il ressemble à un patron et non à un simple soldat.
Il avait simulé sa mort et caché sa mère pour qu'on ne le retrouve pas à travers elle. L'homme ne nie pas. L'audacieux escroc exige déjà 10 millions de dollars et en échange, elle rendra la vieille dame et les diamants. Roman ordonne de la tuer et que la mort paraisse naturelle. La femme est endormie de force, on lui verse de l'alcool dans l'estomac à travers un tuyau, on glisse une bouteille dans la voiture et on installe Marla au volant. Le véhicule hors de contrôle s'élance sur la route. L'escroc reprend connaissance mais la voiture tombe d'une falaise dans un lac. L'eau envahit l'habitacle et Marla ne parvient pas à sortir. Finalement, elle réussit à briser la vitre. La femme atteint un magasin, s'achète des vêtements neufs, de la nourriture, note un numéro sur sa main et appelle sa complice. Mais celle-ci ne répond pas. Marla rentre à la maison. Le gaz est ouvert et son amie battue gît sur le sol. Elle la ranime et elles s'en vont. Leur logement explose. Après cela, elles se rendent dans une maison invendue. Marla dit qu'elles peuvent prendre les diamants et s'enfuir, mais qu'elles devraient alors se cacher toute leur vie. Mais elle a un autre plan. Elle vérifie dans les bases le numéro de la voiture vue au rendez-vous avec Roman, celui que la femme avait noté sur sa main. Elle trouve l'adresse et c'est là que vit le chauffeur du nain. Il sort en voiture et conduit les complices jusqu'au bureau du patron. Marla entre dans le parking, neutralise le chauffeur et le garde du corps avec un taser et fait une injection à Roman. Elle l'abandonne nu sur la route. Le lendemain matin, un jogger le découvre. Roman se réveille à l'hôpital. Marla annonce qu'il est frappé d'incapacité et qu'un tuteur lui a été nommé elle-même. Soit il lui donne ses 10 millions, soit c'est la fin pour lui. L'homme propose soudain un partenariat commercial, une corporation de tutelle avec un réseau de maisons de retraite. Il donnera l'argent et elle en sera la directrice. Des centaines de milliers de patients, des milliards de dollars. L'avidité l'emporte sur la méfiance de la femme. Et finalement, Marla, désormais prospère, profite d'une vie riche. Après une interview télévisée, elle sort dans la rue. Mais là, l'attend le fils d'une femme morte seule dans l'un de ses foyers. Un jour, il lui avait craché au visage et maintenant il lui tire une balle en plein cœur. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.